720, c'est le nombre d'épisodes de Naruto sortis depuis la fin de l'anime, une des œuvres les plus connues du siècle et le grand frère de vos animés favoris, qui malgré son indéniable popularité, regorge encore d'énormément de mystères et de théories que j'ai décidé aujourd'hui de regrouper et de tenter d'expliquer grâce à cette vidéo. Aujourd'hui on va plonger dans les tréfonds de cet univers et pour le faire, on va se servir du principe de l'iceberg. Mais tout d'abord, c'est quoi exactement? Pour faire simple, c'est une façon de classer les sujets d'un domaine pour souvent tester sa connaissance de celui-ci. On va commencer par parler de sujets en surface avec des trucs que vous connaissez sûrement. Puis au fur et à mesure de notre descente, on parlera de théories moins connues et souvent beaucoup plus sombres. Pour enfin terminer dans l'abysse de l'univers de Naruto. Bref, maintenant que tout est dit, mesdames, messieurs, préparez vos kunai ainsi que vos bandeaux frontales et laissez-moi vous plonger dans les tréfonds de l'iceberg de Naruto. Naruto est une œuvre avec énormément d'inspiration. Kishimoto a parfois repris des films ou des livres pour écrire son histoire, comme Star Wars ou Tintin. Mais les plus grosses sources d'inspiration de l'auteur sont évidemment Dragon Ball et Hunter x Hunter. Y a rien qu'à voir le lore des Uchiwa qui ressemble énormément à celui du clan de Kurapika, les Kuruta. Les yeux rouges qui renferment une puissance hors du commun, le fait qu'il se soit fait décimer, le survivant qui a pour seul but la vengeance des siens, c'est évidemment une part de leur histoire que Kishimoto a repris pour écrire celle des Uchiwa. Et il s'en cache pas puisque lui-même dit qu'il est fan du manga. D'ailleurs, comme je l'ai dit, Dragon Ball fait aussi par moments son entrée dans l'œuvre, comme avec l'un des démons à queue qui s'appelle littéralement Son Goku, ou certains codes de DB qui sont parfois réutilisés. Même si tous les animés le font en fait. Parfois il y a même des petites références à One Piece. Toutes ces petites refs sont une marque de respect de l'auteur envers les œuvres qui l'ont guidé par moments ou qui ont juste pu vivre à la même époque et c'est assez drôle de voir des petits clins d'œil entre mangaka. En 2019, un grand nombre d'Américains étaient persuadés que la zone 51, une base militaire au Nevada, était en réalité une sorte de laboratoire où des extraterrestres se faisaient étudier. Cette rumeur a pris de l'ampleur avec le temps et a eu tellement de hype qu'un hashtag a été créé. Et ça a poussé des milliers de gens à tenter d'envahir la base militaire pour voir s'il y avait vraiment des petits bonhommes verts quoi. Et je dis bien tenter parce que c'est une base militaire aux États-Unis. Les mecs ont littéralement le droit de te tirer dessus si tu fais trop le malin. Du coup, fallait trouver une solution pour pallier à ce problème et c'est ici que rentre en jeu Naruto, ou plutôt le Naruto Run, une technique tout droit tirée de l'œuvre et qui consiste à courir comme les persos. En gros pour eux ça permettait d'esquiver les balles. 5 ans après je me demande toujours comment ils ont réussi à faire un lien entre Naruto et les extraterrestres, mais au moins ça nous a donné plein d'images bien drôles sur internet. Qui est Toby? C'est sûrement l'une des questions qui a fait le plus de bruit dans la commune Naruto lorsqu'on ne connaissait toujours pas l'identité du mec bizarre avec un masque. Et à cette époque-là, si 90% des gens trouvaient que c'était obvious que Toby égale Obito, on pouvait parfois entendre quelques théories, genre Toby égale le vendeur de ramen. Mais la plus connue et sérieuse était sans doute Toby égale Sasuke du futur. Cette théorie s'appuyait sur l'interrogation de pourquoi Toby raconte toute la vérité sur Itachi à Sasuke. Elle racontait que dans une première timeline, Sasuke avait tué Itachi mais n'aurait pas eu de Toby pour lui raconter la vérité. Il aurait donc jamais développé de haine pour Konoha en pensant que son frère était vraiment le méchant de l'histoire et serait donc revenu au village après avoir réussi sa quête de vengeance. Sasuke aurait aidé Naruto à vaincre Pain et il n'y aurait pas eu de 4e grande guerre. Puis un jour, Danzo aurait voulu éliminer Sasuke en pensant qu'il avait le potentiel de devenir un jour une menace pour Konoha. C'est à ce moment-là que Danzo raconte la vérité à Sasuke qui dans un combat face à lui aurait perdu un de ses Sharingan. Mais avec toute la rage de la révélation sur Itachi et son dernier Sharingan restant, Sasuke réussit à voyager dans le passé. Et là-bas, dans le but de ne pas vivre dans le mensonge une deuxième fois, il décide de tout raconter à son lui du passé. Et c'est pour pas griller son identité qu'il porterait un masque. Ok, je vous l'accorde, la théorie est extrêmement tirée par les cheveux, mais je vous rappelle qu'elle a été créée à une époque où les histoires de voyage temporel commençaient à se populariser dans la pop culture. En plus, même si elle va hyper loin, certains trucs sont assez logiques et ça se base sur des éléments assez solides. Donc c'est peut-être l'une des meilleures théories sur l'identité de Toby. Même si au final, c'est complètement faux.
Naruto a raté l'examen Genin 3 fois. C'est une information qui nous est donnée au début de l'œuvre par Iruka. Le problème, c'est que c'est une incohérence qui est souvent pointée du doigt par les fans. S'il a raté son épreuve plusieurs fois, pourquoi il a le même âge que ses camarades? C'est pas très logique, non? Bah en fait, c'est pas vraiment une incohérence puisque à aucun moment il est dit qu'on puisse pas essayer de passer plusieurs fois cet examen. Lors de la même année ou un peu avant, genre Naruto aurait très bien pu tenter plusieurs fois alors que ses camarades, eux, auraient préféré attendre le dernier moment pour ça. Ça serait pas étonnant vu sa personnalité. En plus, en réalité, le système scolaire français est assez différent des autres pays. Pour nous, si on rate un examen une fois, on est obligé d'attendre un an pour pouvoir le repasser. Ce qui peut être totalement différent dans d'autres pays comme le Japon par exemple. Alors, Naruto a peut-être bien pu rater son examen plusieurs fois, mais n'a peut-être pas redoublé pour autant. Si la fanbase était obligée de désigner le pire des Hokage, le nom qui reviendrait sur toutes les bouches serait sûrement Sarutobi, le supposé dieu des shinobi qui a protégé le village de l'attaque d'Orochimaru au début de l'œuvre. Honnêtement, je suis plutôt d'accord avec cette affirmation. Il est objectivement l'un des moins forts et est hyper incohérent avec lui-même. En prime, c'est un des plus gros chiens de l'œuvre, presque au niveau de Danzo, puisque déjà il a promis aux parents de Naruto sur leur lit de mort que leur enfant ne serait pas vu comme un monstre. Et résultat, c'était un rebut de la société. En plus, Hiruzen a laissé Naruto vivre seul et a laissé un gamin de 5 ans gérer son propre argent. Il a aussi été nommé dieu des shinobi, mais en réalité, c'est une usurpation d'identité de fou, puisque le premier avec ce nom, c'est Hashirama, le premier Hokage, qui lui mérite vraiment ce surnom vu la puissance du type. La seule chose que Hiruzen lui a fait, c'est laisser fuir Orochimaru quand il pouvait encore l'arrêter. Vous imaginez pas le nombre de vies qu'il aurait pu sauver si au lieu de laisser fuir un tueur en série, il avait décidé de lui mettre les tartes qu'il méritait. Au fond, il reste pas non plus un mauvais Hokage, il a quand même dû faire des trucs cool pour le village, mais il a bien merdé sur plusieurs points. Le vendeur de ramen, l'une des seules personnes qui au début de Naruto ne le voyait pas comme un monstre, est en fait un ancien ninja. Bon, on a eu pas mal de théories avec Teuchi, le vendeur de ramen. On se mangeait des trucs farfelus, genre Teuchi égale un Uchiwa, Teuchi maîtrise le Rinnegan, et avait même des gens qui disaient qu'il était l'ermite Rikudo. Mais beaucoup des histoires sur lui étaient faites sur le ton de l'humour. Pourtant, il existe bel et bien une théorie sérieuse sur lui qui, encore actuellement, reste toujours un mystère. Certains racontaient que lorsqu'il était enfant, Teuchi était le coéquipier de Minato à l'académie. La théorie ne se repose uniquement que sur une image où on pouvait voir le trio de Minato lorsqu'il était enfant. Le garçon juste à côté de lui avait des traits ressemblants au vendeur de ramen comme ses yeux et ben c'est tout en fait. La théorie se basait pas vraiment sur grand chose en fait. Elle était surtout la plus sérieuse des théories les moins sérieuses de l'univers de Naruto. Mais honnêtement, je l'aime bien puisque ça expliquerait pourquoi il est aussi sympa avec Naruto puisqu'il aurait compris que le petit garçon était le fils du meilleur coéquipier qu'il a pu avoir au cours de sa vie. Les principales valeurs que l'œuvre de Naruto essaie de nous transmettre sont persévérance et travail acharné. Ça, c'est pas un secret. Pourtant, si un personnage représente bien l'esprit contraire avec son idéologie du destin et du déterminisme génétique, c'est bien Neji. Et oui, pour ce personnage, les succès et les échecs d'un homme sont déterminés à sa naissance et qu'il est donc logiquement inutile de lutter pour devenir quelqu'un qu'on n'est pas destiné à être. Exemple, Naruto qui n'était pas censé devenir Hokage vu qu'il était considéré comme un raté à cette époque-là. Dans l'histoire, Naruto parvient à battre Neji et réussit donc à lutter contre sa destinée. Et avec cette démonstration, Naruto parvient à changer la mentalité de Neji. Mais le hic, c'est que quand on voit la suite de l'histoire, on se rend rapidement compte qu'il avait en fait raison. Puisque Naruto est l'exemple même d'une personne complètement boostée par son destin et sa génétique. Vous me croyez pas? Attendez, laissez-moi vous montrer. Déjà, en premier temps, on apprend que Naruto est le fils de Minato, le porteur d'un des démons les plus puissants de son univers, l'élève de Jiraiya, et pour bien enfoncer le clou, c'est la réincarnation d'Ashura, un demi-dieu je vous le rappelle. Mais bien sûr, tout ça n'est au fond que du potentiel. S'il avait pas travaillé pour le développer, à aucun moment il aurait pu parvenir à ses objectifs. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que lui qui prouve que Neji avait raison. Tous les autres Hokage sont une vitrine pour son idéologie, puisque tous ont un lien entre eux, que ce soit de parenté ou un lien maître-élève. Hashirama, le premier Hokage, était littéralement le chef du clan le plus puissant de son époque, les Senju.
Le deuxième Hokage était son frère, Hiruzen était l'élève du deuxième, Minato était l'élève de Jiraiya, qui était lui-même l'élève d'Hiruzen, Tsunade, elle, est la petite fille d'Hashirama, et donc une Senju elle aussi, Kakashi, le sixième Hokage, était l'élève de Minato, et Naruto, bah je vous l'ai déjà dit, et c'est vraiment le pire dans cette histoire-là. Ah oui, et je vois certains venir avec Danzo, mais lui aussi était l'élève du deuxième Hokage. Donc au final, Neji avait raison par rapport au destin, mais n'avait pas compris en quelle faveur il était. En gros, quand t'es pas boosté par ta génétique, au calme, tu seras juste boosté socialement. Parce que si t'as de la chance, un de tes maîtres sera le futur Hokage, où on était déjà un. Le seul truc qui pourrait contrecarrer tout ce que j'ai dit, ça serait qu'un mec genre Kiba devienne Hokage. Il a pas vraiment de lien maître-élève avec un ancien ou un futur Hokage. Parce que Miskin, il avait Kurenai en tant que prof. Et il vient pas non plus d'un clan si puissant que ça, donc lui, ça aurait été du full mérite. Pas comme l'autre fraude de Naruto. Que vous ayez regardé Naruto ou pas, vous avez forcément déjà entendu cette phrase. Le personnage de Sakura Haruno divise beaucoup la fanbase, puisque dans les classements de popularité, Sakura se place très souvent assez haut, que ce soit dans les classements des plus appréciés ou celui des plus détestés. Malgré ça, je pense quand même qu'elle est majoritairement haïe par les fans de la licence. Et tout ça pour une seule raison, son utilité. C'est vrai que dans Naruto, elle fait pas grand chose à part pleurer et gueuler les noms des personnages principaux. Par contre, dans Shippuden, c'est vraiment pas le cas. Vers la fin de Naruto, elle a un vrai power-up grâce à l'entraînement de Tsunade et se bat enfin face à des ennemis vraiment importants. Quand elle affronte Sasori, elle gagne. Bien sûr grâce à l'aide de Shio, mais gagner face à ce monstre reste une prouesse. Parce que Sasori, c'est vraiment pas n'importe qui. Et puis dans le dernier arc de la série, elle sauve un nombre monstrueux de personnes. Alors c'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir mieux exploité ce personnage, mais c'est déjà très solide de la part de Kishimoto, qui comme on le sait très bien, est vraiment nul pour écrire les personnages féminins. Pour fêter les 20 ans de l'œuvre, le magazine du Jump a réalisé l'un des plus grands sondages de popularité de Naruto, avec plus de 800 000 participants. Les protagonistes, Naruto et Sasuke, ont fini 6e et 8e, et Kakashi, lui, a fini 5e. Évidemment, les personnages comme Shikamaru ou Jiraiya ont eu d'assez bonnes places avec la 13e et la 12e place. Les antagonistes Obito et Madara se sont placés 11e et 9e. Alors avec la place de tous ces personnages, on pourrait se demander qui peut bien être dans le podium. Bah à la 3e position, on retrouve Sakura, en 2e Itachi, et le leader du classement, c'est Minato qui termine à la 1re place. Et bon, je pense que vous l'avez remarqué, le classement n'a aucun sens. Mais c'est parce qu'une condition a complètement changé la donne. Le gagnant allait avoir un one-shot racontant son passé, et du coup, au lieu de vraiment choisir leur personnage préféré, les fans ont choisi des personnages qui manquaient de développement la plupart du temps. C'est pour ça que Shisui a terminé 4e par exemple. Le personnage apparaît pendant même pas 20 minutes, alors ça serait chelou de l'avoir comme perso préféré. Sakura, elle, a fini 3e grâce à ses trolls, même si beaucoup étaient sérieux quand ils l'ont choisi. Pour finir, la place de Naruto est assez justifiée vu qu'il n'y a pas grand chose à savoir de plus sur son passé. Mais du coup, avec ça, on peut pas vraiment répondre à la question. Et je pense qu'on pourra certainement jamais répondre, puisque cette commu aime beaucoup trop casser les classements en trollant. Dans certains sondages, on peut même retrouver Tenten 2e. Donc pas certain que ça soit très fiable. Alors bon, si on était vraiment obligé de désigner un personnage, Kakashi pourrait très bien être le gagnant. Il se place très souvent dans le podium dans ce genre de classement et il est même assez souvent premier. Si je devais donner un nom comme synonyme de puissance, je dirais sûrement Hashirama Senju. Le premier Hokage est celui qui a unifié les clans pour créer Konoha. Et si un homme aussi fort existe, la mort de celui-ci doit obligatoirement être spectaculaire. Enfin, ça c'est ce que je pense, puisqu'en réalité, tout comme la mort d'Itachi, celle d'Hashirama regorge de secrets. En fait, on sait même pas comment il est mort, et franchement, c'est criminel de la part de Kishimoto de jamais dire clairement comment ce personnage meurt. Il existe bien des théories, comme la mort naturelle par maladie. Mais je vous rappelle qu'on parle d'Hashirama, bordel. Une maladie est pas censée tuer aussi facilement le personnage avec la plus grosse capacité de guérison du manga. À part si c'est justement ses capacités qui l'ont tué. Alors la théorie la plus logique serait un problème par rapport aux cellules de son corps qui, au fur et à mesure de sa vie, se sont régénérées beaucoup trop de fois. Puisqu'on sait qu'une cellule ne peut se régénérer que de façon limitée. En gros, basiquement, il aurait utilisé des techniques de guérison beaucoup trop de fois, surtout
tout lors de son combat face à Madara et il serait mort de cette manière. Mais une autre théorie existe sur la mort d'Hashirama et elle dit que Hashirama serait mort à cause d'une tumeur. Je veux pas faire le médecin, mais en gros une tumeur se forme quand une cellule se régénère mal et qu'elle a une croissance excessive. Généralement le corps évite de faire ce genre d'erreur, mais vu que Hashirama régénérait très souvent ses cellules, une erreur aurait très bien pu se produire à un moment donné et il aurait donc pu développer sans le savoir une cellule cancéreuse. Au final c'est pas une mort spectaculaire, mais c'est peut-être le plus logique pour ce personnage, parce que vous imaginez bien que si c'était quelqu'un qui l'avait tué, cette personne serait hyper célèbre, parce que Hashirama c'est pas n'importe qui. Dans Naruto, la censure est assez bizarre et c'est un sujet qui fâche souvent les fans de l'anime. Si dans le manga les moments violents sont vraiment montrés, dans l'anime ils sont souvent atténués d'une manière ou d'une autre. Par exemple, quand Naruto se mange un kunai dans la main ou quand Neji porte une svastika qui pourrait faire penser à un fameux chancelier allemand, l'anime préfère modifier les éléments. Ça donne parfois des moments incompréhensibles, comme l'épisode où Sasuke découvre tout son clan génocidé. Dans certaines versions, on voit pas les corps des Uchiwa morts, même pas ceux des parents de Sasuke. Et dans ce genre de situation, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la censure gâche très souvent des scènes en atténuant leur impact. Par exemple, quand Kakashi crée l'illusion de Sasuke blessé dans le chapitre 6, elle fait vraiment peur. Il a la jambe retournée et a un putain de bras coupé. Alors que dans l'anime, on voit pas ces éléments là. Il est blessé mais c'est beaucoup moins horrifique. Et ça justifie un peu moins la réaction de Sakura. Même si même comme ça je comprends qu'elles sont un peu choc-barre. Alors on pourrait se dire que ces censures datent un peu et maintenant c'est beaucoup moins le cas. Mais y a rien qu'à voir ma vidéo pour voir que rien n'a vraiment changé. Moi-même je serais sûrement obligé de censurer des trucs histoire de pas me faire démonétiser. D'ailleurs en parlant de ça, si vous voulez m'aider un jour à devenir un multimillionnaire, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo, ça m'aide bien plus que vous le pensez. Si dans l'adaptation de Naruto il existe bel et bien un problème, c'est les fillers. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi sur le fait que la plupart de ces épisodes ne sont pas ouf. Parfois l'animation est catastrophique, les histoires sont bancales et la pertinence de ces épisodes sont vraiment peu élevées. Exemple, l'infâme épisode 377 avec Mecha Naruto. Oh ouais, en vrai je préfère pas en parler. Alors à certains moments, on pourrait se demander pourquoi le studio se fait chier à animer des épisodes fillers, alors que sans, on pourrait grandement améliorer la qualité des épisodes importants de la série. Mais ça serait oublier les points positifs des fillers. Parce que oui, voir comment Gaara va trouver le cadeau de mariage de Naruto, ça a certains avantages. Déjà, les fillers permettent à l'anime de ne pas rattraper le manga. En plus, faire des fillers, c'est parfois un moyen de développer certains personnages. Ce qui est dommage, c'est que dans Naruto, il y a trop, mais genre vraiment beaucoup trop de fillers. Attendez, si on fait un calcul, on se rend rapidement compte qu'il y a 720 épisodes et que 371 sont des fillers. En gros, 51% de l'anime est composé d'épisodes hors série. Et le pire, c'est que 99% d'entre eux sont même pas intéressants. Il y a juste 2-3 qui sortent du lot, mais le reste ne pourrait même pas exister et tout le monde se porterait très bien. Mais du coup, c'est assez dommage quand on sait que beaucoup de choses n'ont pas été très développées dans cette œuvre. Les fillers auraient pu donner des éléments de réponse à certains mystères, mais au lieu de ça... Ouais, les 20 minutes les moins rentables de ma vie. Ok, on a pu parler de plusieurs théories et de faits extrêmement intéressants. Mais maintenant qu'on a pu s'habituer, on va aller encore plus profondément. Et on va parler de trucs de plus en plus fous. Les sujets seront bien plus impactants, alors préparez-vous à débarquer, puisqu'on se dirige maintenant sous la surface de l'iceberg. Dans l'œuvre de Naruto, la mort de certains de nos personnages préférés est monnaie courante. Mais si on devait tous choisir quelle mort a été la plus impactante, je suis sûr que beaucoup citeraient celle de Jiraiya, le mentor de Naruto et l'un des 3 célèbres ninjas légendaires. Alors, si je vous disais qu'il n'est en fait pas mort, est-ce que vous me croirez? En réalité, c'est pas moi qui le dis, mais des fans qui ont créé la théorie la plus intéressante et solide sur le Sannin de Konoha. Alors, un des grands arguments en faveur de cette théorie, c'est un événement qui se passe pendant la 4e grande guerre ninja. Pendant la bataille, à un moment donné, Sasuke, Naruto et Sakura ont décidé de reformer l'équipe 7 et ont tous les 3 fait une technique d'invocation. Naruto a donc voulu appeler Gamabunta, mais au lieu de ça, Gamakishi est venu en disant que son père était occupé. Et là, vous voyez pas un petit problème? Qu'est-ce qui pourrait être plus important que littéralement sauver le monde pendant une guerre mondiale? Peut-être sauver Jiraiya. En tout cas, c'est la réponse la plus logique, puisque
laisser ton fils qui est objectivement moins fort que toi aller se battre en guerre à ta place, c'est limite irresponsable. Bon, je pourrais vous sortir d'autres arguments que les créateurs de la théorie ont donné, comme le fait que Nagato aurait bien pu sauver Jiraiya sans le savoir en utilisant le cycle des réincarnations lors de l'attaque de Konoha, puisque les dates coïncident un peu. Mais en réalité, je pense surtout que Kishimoto voulait trouver une justification pour un potentiel retour de Jiraiya, si l'intrigue le demandait. C'était un peu une carte Joker, mais il a décidé de pas l'utiliser. Et perso, je pense que c'est la meilleure des choses. J'aurais trouvé que faire revivre un personnage avec une aussi belle mort aurait un peu gâché l'impact émotionnel de l'œuvre. Hidan est le membre de l'Akatsuki le plus faible. C'est d'ailleurs pour cette raison que c'est le premier à mourir. Et tout ça de la main de Shikamaru. Le truc, c'est qu'il n'est pas censé mourir puisque son pouvoir se base littéralement sur le fait d'être immortel, grâce à son pacte avec Jashin, sa divinité. Alors ce qui pourrait surprendre, c'est à quel point Kishimoto est hyper clair dans les databooks. Il dit de façon claire, nette et précise que Hidan est mort à cause de malnutrition. En effet, Shikamaru a réussi à l'enterrer profondément sous terre et il pouvait donc plus bouger et donc plus manger et boire. Mais alors, si Hidan pouvait mourir de cette façon, il n'était pas vraiment immortel, non? Bah pour répondre à ça, faut mieux comprendre comment fonctionne le pacte de Hidan. En réalité, l'âme d'Hidan et sa divinité sont liées, ce qui rend l'âme d'Hidan immortelle, mais pas son corps. Son enveloppe charnelle peut donc mourir s'il n'est pas nourri ou hydraté, et vu que la vie est l'ensemble entre l'âme et l'enveloppe, si un seul vient à manquer à l'appel, ça crée tout simplement la mort. Hidan est donc mort comme ça, mais l'histoire aurait pu se dérouler autrement, puisque quand on réfléchit un peu, le pacte d'Hidan avec Jashin repose sur le seul fait qu'il doit tuer des gens, et après son combat face à Shikamaru, il était incapable de le faire, puisqu'il pouvait tout simplement plus se déplacer. On peut donc très bien imaginer que son pacte aurait pu être tout simplement rompu, et que Jashin le rendrait tout simplement plus immortel. Ça aurait été extrêmement plausible, mais Kishimoto a décidé d'en faire autrement. Bien qu'Itachi soit un personnage aux intentions bienveillantes, au début de l'œuvre, beaucoup d'événements nous faisaient penser qu'il était sanguinaire et était réellement un antagoniste. Mais bien plus tard, on apprendra que tout ce qu'il fait était dans l'intérêt de son village et de son frère Sasuke. Mais malgré cette sorte de rédemption, beaucoup pensent que le perso devait réellement être méchant à la base, et que Kishimoto a décidé de changer en cours de route les intentions de son personnage. C'est ce qu'on appelle un retcon, le fait d'ajouter ou de modifier des éléments dans le but de changer le cours de l'histoire. Ici, ce qui a été changé, c'est les intentions d'Itachi. Cette théorie du retcon s'appuie sur des vrais éléments, comme le fait que dans le début de Naruto, on a l'impression qu'Itachi ne donne aucune info à Konoha sur les agissements de l'Akatsuki, et aussi le fait qu'il semble hyper déterminé dans le plan de capture de Naruto. Il y a littéralement un moment où Kisame propose de blesser Naruto pour l'empêcher de se débattre, et Itachi il semble pas vraiment s'opposer, il s'en fout en vrai. On aurait pu imaginer qu'il trouverait une excuse pour sauver Naruto ou pas le blesser. Mais en réalité, c'est seulement grâce à Jiraiya que Naruto a réussi à rester sain et sauf. Il y a aussi le moment où Itachi utilise un genjutsu sur Sasuke. Ça aussi, ça pourrait nous faire penser qu'il voulait vraiment lui faire du mal. Et ok, je comprends qu'ils veulent faire en sorte que son frère le déteste pour que la suite de son plan soit un succès, mais je vous le rappelle, il a utilisé une de ses pires techniques. C'était une torture mentale qui a littéralement mis Sasuke dans le coma quand même. Et franchement, faire ça à son frère qu'il est censé aimer de tout son cœur, c'est assez suspect. Surtout qu'il a fallu ramener Tsunade, le médecin le plus fort du monde, pour le guérir. Là, on est à un niveau tellement énorme de violence que même Kisame se disait qu'il y allait un peu fort sur Sasuke. Et je vous le rappelle, Kisame vient de Kiri, aka le plus grand ghetto de tout l'univers de Naruto. Donc perso, je pense que Itachi aurait vraiment dû être un méchant, mais que Kishimoto a inventé en vif quelque chose de différent, pour rendre le personnage beaucoup plus attachant et pour rendre son histoire bien plus intéressante. Dans les années 2000, pendant que les premiers arcs de Naruto débutaient, on a eu l'occasion de voir passer de nombreuses théories comme celle qu'on a pu voir avec Sasuke du futur dans le début de cet iceberg. D'ailleurs, si vous êtes toujours présent, je vous invite à vous abonner. Le personnage de Kakashi à cette époque-là a aussi eu son lot de théories. Certains pensaient qu'il était le frère de Sasuke et d'autres disaient qu'il venait du clan Inuzuka. En vrai, on sait pas beaucoup de choses à propos de sa famille. Son père était le Cro-Blanc de Konoha, un ninja légendaire, mais qui était sa mère? C'est la question
qui a poussé de nombreux fans à penser qu'il pouvait être un Inuzuka. Ça serait pas débile puisque beaucoup des techniques utilisées par Kakashi sont en rapport avec des chiens, comme ces invocations qui font apparaître des chiens ninja. On n'aura sûrement jamais de réponse vu que Kishimoto met plus d'importance sur les pères des personnages plutôt que sur leur mère, mais au final, garder du mystère sur le ninja masqué de Konoha, c'est peut-être la meilleure chose à faire. On le sait, Itachi a été un agent double la majeure partie de sa vie, que ce soit avec Lambu ou les Uchiwa. Le personnage a souvent été informateur, et justement, une des théories qui fait le plus de bruit sur lui est que pendant la période où il travaillait pour l'Akatsuki, il était aussi l'espion de Jiraiya. Bon, ça a jamais été dit, que ça soit dans les databooks ou par l'auteur lui-même, mais il y a beaucoup de trucs qui pourraient nous faire penser que c'est vraiment le cas. Par exemple, lorsque Itachi et Kisame arrivent à Konoha dans le but d'attraper le Jinchuriki de Kyuubi, ils se retrouvent tous les deux face à Jiraiya. Et à aucun moment Itachi ne tente de piéger Jiraiya dans un genjutsu, alors que le frérot le regarde dans les yeux pendant toute la durée de l'affrontement. On sait que son but était de protéger Konoha en réalité, mais Itachi avait eu aucun scrupule à plonger Kakashi dans son genjutsu. Alors on pourrait penser que ça aurait été un problème d'attaquer Jiraiya. De plus, dans la fin de la première partie de Naruto, on apprend que Jiraiya a un informateur qui lui donne des infos sur l'Akatsuki. Et honnêtement, à part Itachi, je vois mal qui pourrait faire ce boulot puisque à part l'Akatsuki, personne n'a d'informations sur l'Akatsuki quoi. D'ailleurs c'est chelou de se dire ça, mais il y avait aussi beaucoup de chances que Jiraiya lui-même n'était pas au courant du fait que Itachi était son informateur. Peut-être qu'il communiquait de manière anonyme en utilisant des techniques de manipulation. Ça rendrait la théorie encore plus crédible. Et honnêtement, je vois pas qui d'autre aurait pu jouer les espions pour Jiraiya. L'Akatsuki est sûrement l'organisation criminelle la plus intéressante tout animé confondu, et un large nombre de théories existent sur eux et ses membres. L'une d'entre elles voudrait que chaque membre représente une raison de faire la guerre. Ils seraient donc tous une métaphore de la guerre à leur manière. Par exemple, Hidan représente la religion, Conan et Pain la paix, parce que oui, ça paraît débile comme ça, mais vouloir la paix c'est une raison de faire la guerre. Kakuzu représenterait l'argent, je vous apprends rien si je vous dis que l'argent est sûrement une des plus grandes raisons de guerre dans le monde. Kisame représente la divulgation de l'hypocrisie des nations. Itachi, lui, le fait de vouloir protéger son peuple et sa famille. Obito représenterait l'envie d'imposer ses idéaux. Sasori et Deidara l'objectif de changer les pays diplomatiquement. Et Zetsu le fait de faire perdurer une lignée. Ça sera un message très impactant qui serait envoyé par Kishimoto, lui qui prône la paix dans son œuvre. Avant la fin de la 4ème Grande Guerre, une des dernières attaques que Madara parvient à lancer pendant la bataille était le Tsukuyomi infini. Cette technique plonge tous ceux qui se la prennent dans un puissant genjutsu qui pourrait s'apparenter à un rêve. Heureusement, l'équipe 7 réussit à stopper la technique et à tout remettre dans l'ordre. La fin de Naruto Shippuden est ce qu'on pourrait appeler un happy ending. Naruto réussit à atteindre son objectif en devenant Hokage. Il a même réussi à installer une paix durable dans le monde. En gros, il vit un peu un rêve. Oui, un rêve, il n'y a pas quelque chose qui vous intrigue? La fin de Naruto ressemble beaucoup à un genjutsu, et c'est ce qui a poussé beaucoup à se poser la question de est-ce que Naruto a vraiment gagné? Peut-être que Madara a bien réussi son plan et a plongé tout l'univers de Naruto dans le Tsukuyomi, et tout ce qui se passe après ça n'est qu'un rêve imaginé par Naruto. Ça voudrait dire que Boruto n'existe pas vraiment et que la fin de Shippuden non plus. C'est la théorie la plus stylée existante à l'heure actuelle sur l'œuvre, se dire que le Tsukuyomi infini de Madara était tellement puissant qu'il a réussi à faire plonger même le spectateur dans son genjutsu, ça serait le plus grand retournement de situation de toute la fiction. Je pense que j'aurais préféré ça à Boruto personnellement, et puis ça aurait pu régler beaucoup d'incohérences et de galères que la fin de l'œuvre possède. Mais bon, de toute façon, avec le temps, cette théorie qui n'était déjà de base pas si crédible, le devient encore moins. L'œuvre de Boruto avance, et ça serait étrange de jeter tout le travail fait dessus à la poubelle. Mais ça reste quand même la meilleure théorie de l'œuvre. Dans l'introduction de Naruto, Kakashi est décrit comme le ninja copieur capable d'utiliser plus de 1000 techniques grâce à son Sharingan. Et cette réputation était extrêmement stylée au début de l'œuvre. Mais plus on avance, plus on a l'impression que Kishimoto a complètement oublié le fait d'avoir donné ce pouvoir à Kakashi. Puisque au cours de l'œuvre, les fans ont remarqué un truc, Kakashi n'utilise presque jamais tout son arsenal de techniques. Sauf à certaines occasions, le ninja copieur n'utilise que son Chidori et d'autres techniques plus banales.
nationale. Pourtant, il l'a pas volé ce surnom. Quand on regarde l'arc Zabuza, on le voit littéralement copier ce que fait son adversaire, et même lors de l'entraînement de Naruto, on le voit faire un Rasengan, alors que c'est censé être une technique hyper difficile à maîtriser. Alors, pourquoi Kakashi se limite autant? En vrai, la réponse la plus logique serait qu'il se limite pas vraiment, mais utilise juste les techniques les plus puissantes de son arsenal. Il maîtrise particulièrement le Chidori puisqu'il l'utilise depuis petit, et ça doit être à peu près pareil pour toutes les techniques qu'il utilise. En gros, il connaît plein de techniques, mais n'a juste pas besoin d'utiliser tout son arsenal. C'est juste dommage de le voir utiliser souvent les mêmes techniques, alors qu'il est connu comme un personnage connaissant une quantité infinie de jutsu. Le clan Uzumaki est sûrement un des clans les plus puissants de l'univers de Naruto. Ils étaient célèbres pour leurs réserves de chakra énormes et leurs techniques de scellement surpuissantes. En plus, ils étaient alliés du clan Senju et de Konoha, ce qui leur assurait une sécurité énorme. Mais bien que tout ça les protégeait, on apprend dans Shippuden que le clan a été exterminé, ainsi que leur pays, qui était appelé le pays des tourbillons. Le problème, c'est qu'à aucun moment on nous dit qui les a tués, pourquoi et comment. C'est un mystère dans cette œuvre, mais on peut faire quelques suppositions. Par exemple, ce dont on est à peu près sûr, c'est que s'ils ont été détruits, c'est parce que leur capacité était extrêmement crainte par les autres nations. Ils étaient très forts, même beaucoup trop forts, et leur puissance leur a porté préjudice. Dans un des databooks, on apprend que le pays des tourbillons était devenu la cible de grands pays à proximité, et j'imagine que pour les vaincre, ils ont dû faire des alliances, et les attaquer de façon répétée jusqu'à leur extermination. Même si au final, il reste quelques survivants, comme Kushina qui a été envoyé à Konoha, ou Mito Uzumaki qui elle aussi se trouvait à Konoha vu qu'elle était mariée à Hashirama. Il y a aussi Nagato et Karin, d'autres personnages avec des capacités extrêmement puissantes qui prouvent que tous les membres de ce clan étaient des dangers à eux tout seuls. C'est juste dommage que Kishimoto n'ait pas pris plus la peine de développer le lore de ce clan. Plus tôt dans cet iceberg, on a pu parler du Redcon d'Itachi. Son personnage a beaucoup changé au cours de l'histoire, alors cette théorie est assez justifiée. Mais évidemment, avec une œuvre aussi longue, le nombre de changements faits au cours de l'histoire est énorme, ce qui donne parfois certaines incohérences ou moments assez chelous. Comme la fois où Suna a décidé d'attaquer Konoha et que Naruto a dû se battre face à Shukaku. Si dans la version finale, Shukaku est le démon à une queue, à la base c'était pas vraiment le cas. Il devait être une sorte de monstre, mais loin d'être un démon à queue. C'est la raison de pourquoi quand Naruto a transformé Gamabunta en Kyuubi, Shukaku l'a pas vraiment reconnu. Ce qui aurait dû arriver puisque, je vous le rappelle, Shukaku et Kurama, ils sont frères et généralement quand tu vois ton frère que t'as pas vu depuis des années, t'as une petite réaction au moins. Mais là, aucune. Il l'a regardé comme si c'était un inconnu. Un autre Redcon dont j'ai déjà parlé, c'est celui d'Hiruzen. Dans la première partie, il est décrit comme le plus fort des ninjas, mais bien plus tard, on voit qu'il est extrêmement faible par rapport à d'autres. Lors de son combat face à Orochimaru, lorsque l'antagoniste utilise l'Edo Tensei pour faire revenir le 4e Hokage, on voit Hiruzen qui l'empêche de le faire. Mais en réalité, c'est pas du tout lui qui l'empêche de l'invoquer, puisque à la base, à ce moment-là de l'œuvre, l'Edo Tensei ne peut juste pas être utilisé pour faire revenir Minato. Plein de petits retcons sont disséminés partout dans l'œuvre. Certains sont introuvables par les fans, tellement ils ont été bien faits, mais d'autres sont juste à l'état de théorie. Par exemple, pour moi, toute la fin de Naruto est un gigantesque retcon. Vu comment c'est un gros bordel cette histoire d'antagoniste manipulé par un autre antagoniste qui est lui-même manipulé. Mais au fond, on peut pas vraiment en vouloir à Kishimoto, puisque c'est assez normal qu'on voit la longueur de son œuvre. Il a dû faire le maximum possible pour rendre le manga le plus compréhensible possible, même si par moments ça part un peu en couille. Tout comme avec son frère, Tobirama a eu son lot de théories et l'une d'entre elles m'a particulièrement intrigué. Quand on parle du 2e Hokage, un débat fait rage. Est-ce qu'il était raciste envers les Uchiwa? Et cette question vaut la peine d'être posée puisqu'il les a isolés du reste de la population et leur a donné le rôle de policier du village dans le but de les éloigner du pouvoir. De plus, après ce qui s'est passé pendant la guerre entre les Uchiwa et les Senju, la méfiance qu'il a envers eux est justifiée. Ils ont quand même fumé son frère et lui il a tué le frère de Madara. Donc la crainte de représailles est assez normale. Il a même dit lui-même à Sasuke que les Uchiwa étaient beaucoup trop instables. Donc à ce stade on peut penser que oui, c'était un giga Raslar et qu'il faisait une big généralité sur tout le clan. Mais quand on regarde de plus près, il y a des choses qui peuvent nous faire penser le contraire. Comme le fait que son bras droit était Kagami Uchiwa, le père de Shisui. Et pour finir, les Uchiwa étaient parfaits pour le rôle de policier du village grâce à leur capacité de genjutsu. Alors je défends pas Tobirama, il
il avait ses qualités et ses défauts, mais je pense qu'il était plus ancré dans la xénophobie que le racisme. Il avait juste envie de protéger le village que son frère avait fondé, et avait de bonnes raisons de garder un œil sur ce clan, mais il était peut-être beaucoup trop méfiant. En plus, au fond, c'était pas vraiment un mauvais Hokage, donc on peut le pardonner. Généralement, quand on pense aux plus talentueux des membres du clan Uchiwa, on cite Madara, Itachi, voire même Sasuke. Mais on oublie très souvent que ce clan regorge d'énormément de mecs hyper puissants, dont Kishimoto n'a pas vraiment pris le temps de parler. Parmi ces personnages oubliés, il y a bien évidemment Ikkaku Uchiwa. Si vous le connaissez pas, c'est assez normal, il apparaît dans une seule planche du manga, et pour avoir ne serait-ce qu'un peu plus d'infos sur lui, faut aller chercher dans un databook, où littéralement juste 2 phrases ont été écrites sur lui. Mais avec le peu d'infos qu'on a sur ce mec, on peut supposer qu'il était extrêmement puissant, puisqu'il est décrit comme le plus talentueux des Uchiwa à son époque. Et en vrai, il n'y a rien de plus sur lui, il a littéralement moins de temps d'écran que Tenten, mais rien qu'avec ces 2 phrases, la commu Naruto aux États-Unis a pété un câble. Et plein de vidéos qui le décrivaient comme le plus fort des Uchiwa sont sorties. Ça le calait comme un personnage surpuissant qui était au-dessus de Madara carrément. D'ailleurs, pour beaucoup, le personnage n'existe même pas. Il est pour certains juste tiré d'une fanfiction d'un des youtubeurs qui a fait une vidéo sur lui. Mais je vous rassure, il est bien réel. Juste, on sait rien de lui et c'est assez dommage puisque c'est dans ce genre de moment qu'on voit que la fin de Naruto est plutôt rushée, mais qu'à certains moments, Kishimoto voulait ajouter beaucoup plus de backstory. Et c'est dommage puisqu'on a des personnages comme Shisui ou Kagami Uchiwa qui auraient mérité peut-être un peu plus de temps d'écran. En tout cas, si on avait plus de backstory sur les Uchiwa, on pourrait découvrir plein de personnages hyper intéressants. Madara est l'un des personnages les plus puissants de Naruto, c'est pas pour rien qu'il est l'un des principaux antagonistes de l'œuvre. Et ce qui le rend particulièrement fort, c'est évidemment son dojutsu poussé presque au paroxysme de sa force, le Mangekyu Sharingan. Mais bien qu'on l'ait vu l'utiliser pendant la 4ème grande guerre ninja avec son Susanoo, à aucun moment on voit les réels pouvoirs de ses yeux. C'est-à-dire que le Mangekyu est un pouvoir assez spécial. On sait que quand un Uchiwa utilise les 2 yeux, il peut créer un Susanoo, mais il est possible d'utiliser 2 autres pouvoirs, un qui est abrité dans l'œil gauche et l'autre dans l'œil droit. Le truc c'est que ces pouvoirs sont assez différents selon l'utilisateur. Exemple, Itachi avait la lumière céleste et les arcanes lunaires. Obito, lui, n'avait qu'un pouvoir principal, le Kamui, vu qu'il possédait qu'un seul Sharingan. Madara, lui, on sait pas vraiment quels étaient ses 2 autres pouvoirs, vu qu'il a pas vraiment eu besoin de les utiliser lorsqu'on l'a vu se battre pendant la guerre. Il s'est pas vraiment fait chier et a juste utilisé sa technique la plus puissante, c'est-à-dire le Susanoo. Et vu comment l'Alliance a galéré, je pense que c'était largement suffisant à ce moment-là. Le truc, c'est que les pouvoirs qu'il doit avoir doivent être hyper intéressants et puissants. C'est donc dommage qu'on n'ait jamais eu la possibilité de les voir. À moins qu'il existe vraiment un endroit où on peut les apercevoir. Et cet endroit, c'est ni le manga, ni l'anime, mais un jeu vidéo. Mesdames, messieurs, je vous présente Naruto Storm Generation, un des plus grands jeux Naruto de tous les temps. Non, c'est bon, j'arrête, j'ai jamais joué à un seul jeu Naruto de ma vie. Mais de toute façon, on s'en fout de ça parce que la seule chose qui nous intéresse ici, c'est une des cinématiques qui nous montre un combat entre Madara et Hashirama. En plein dans le combat, Hashirama lance une attaque et pour la contrer, Madara utilise son Mangekyu. Malheureusement, il n'y a pas de dialogue et on voit que des événements se dérouler. Mais d'après ce qu'on peut comprendre, l'un des yeux de Madara pourrait servir à enregistrer un événement et l'autre à littéralement revenir dans le passé, au moment où l'enregistrement a été pris. En gros, c'est un peu un Izanagi en moins puissant, donc je trouve ce pouvoir assez cheat. Mais le problème de cette trouvaille, c'est sûrement qu'elle a été trouvée dans un jeu vidéo, et beaucoup ont du mal à considérer les jeux comme canon, vu que l'auteur n'a pas forcément eu le temps d'approuver absolument tout ce qui se passe dans le jeu. Alors on a une piste, mais pas exactement ce qu'il nous faut pour complètement être sûr du pouvoir que renferment les yeux du Uchiwa. Malgré le fait qu'il soit surpuissant et qu'il se soit très souvent retrouvé dans des guerres, Naruto, comme beaucoup de héros de shonen, n'a tué quasiment aucune personne canoniquement entre Naruto et Naruto Shippuden. Mais il existe bel et bien une personne que Naruto a tué et ce personnage, c'est Yura, un ninja du pays des sables. À ce moment-là, Yura était contrôlé, il avait l'apparence d'Itachi, une partie de son chakra et ses jutsu. Et Naruto, en pensant que c'était vraiment lui, l'a tué sans hésiter avec un Rasengan.
Shuriken. Le truc c'est que je vois déjà certains me dire qu'il a fait d'autres victimes et je vous répondrai que si, mais c'est des cas particuliers. Par exemple, les Zetsu blonds, en soi c'est des humains, Naruto en a tué des milliers, mais en réalité ils sont déjà morts. Et c'est pas réellement des êtres à part entière. Pain aussi, si on y réfléchit bien, c'est déjà un cadavre. Et Nagato s'est ôté la vie lui-même. Celui qui s'y rapproche le plus, c'est Kakuzu. Avec son Rasen Shuriken, Naruto l'a pratiquement tué, mais à la fin c'est Kakashi qui le termine. Même s'il aurait eu très peu de chances de survie. Ce schéma du héros qui tue personne se retrouve sur presque tous les shonen neketsu. Montrer son personnage tuer quelqu'un, c'est pas de la bonne pub, surtout si beaucoup d'enfants regardent le héros le faire. Alors les mangaka évitent au maximum ce genre de scène. Satan 666. Ce nom vous dit sûrement rien, mais il y a quelques années, c'est un manga qui a fait pas mal de bruit. L'œuvre était très proche du manga Naruto, voire même trop proche. Tellement que beaucoup ont crié au plagiat. Et à vrai dire, c'est assez compréhensible. Même le synopsis était assez similaire. Tenez, dans Satan 666, il y avait autrefois une ancienne civilisation qui, avant de disparaître, ont laissé comme héritage des objets nommés Opart. Ces objets offraient à certains humains des pouvoirs surpuissants, et les hommes qui avaient le pouvoir d'utiliser les Opart étaient appelés les Opart tacticiens. Un jour, une jeune fille nommée Ruby, dont le rêve était de devenir une Opiti, se voit sauvée par un jeune garçon. Dans l'histoire, on apprend que ce jeune garçon est en fait possédé par l'esprit de Satan. Bon, dans tout ce que je vous ai dit, la seule ressemblance avec Naruto, c'est le fait que le héros est possédé par un démon. Mais en réalité, il y a plein d'autres trucs comme le système de pouvoir du chakra qui ressemble beaucoup au système de Satan 666. Il y a aussi le passé du personnage principal d'orphelin haï par tout le monde qui est similaire. Mais du coup, c'est quoi la raison de toutes ces similitudes? Bah la réponse est assez simple, c'est tout simplement parce que les deux mangaka sont frères jumeaux. Seishi Kishimoto, le créateur du manga, le dit lui-même que le fait d'avoir grandi avec les mêmes références a poussé les deux auteurs à développer un style très similaire. Mais malheureusement, à cause du fait que Naruto est devenu un des piliers du manga, Seishi est littéralement destiné à être dans l'ombre de son frère. Le pire dans cette histoire, c'est que par moments, c'est Kishimoto qui s'inspire de son frère et c'est Seishi qui se mange toutes les critiques. Comme dans le chapitre 3 de Satan 666, sorti en 2001, où on voit un perso utiliser un feu noir. Un feu qui est décrit exactement comme l'Amaterasu de Naruto, qui lui est montré pour la première fois seulement 2 ans après. C'est assez triste de voir que le destin de cet auteur est de subir la comparaison avec Naruto, mais on pourrait aussi se dire que c'est un avantage, voire un tremplin pour sa carrière par moment. Plus tôt, on a vu que le personnage d'Hashirama Senju était rempli de mystères. Sa mort reste inexpliquée, tout comme une grande partie de son pouvoir. Puisque lors de la 4e grande guerre, on peut apercevoir le Senju utiliser le mode ermite. Les autres utilisateurs de ce mode ont tous une particularité, ils sont liés à des animaux. Le mode ermite de Naruto est lié au crapaud comme celui de Jiraiya. Celui de Kabuto est lié au serpent, mais celui d'Hashirama, lui, il est lié à quoi? C'est une question toujours à ce jour sans réponse, mais comme d'habitude, beaucoup de théories ont émergé avec ce mystère et trouver l'animal associé au premier Hokage est devenu primordial. Ok, déjà en premier temps, on sait que la petite fille d'Hashirama, Tsunade, est liée aux limaces. Alors la première hypothèse ferait d'Hashirama l'ermite des limaces. Mais bon, rien nous dit qu'il s'est vraiment lié avec une limace comme sa fille. Et puis cette théorie me plaît pas vraiment, je suis un gigantesque bondeur de flow, alors me dire qu'il est lié à une limace, bah c'est pas ouf quand même. Heureusement, les fans ont plusieurs autres théories qui lient Hashirama à d'autres animaux, comme le singe. Ça serait pas débile vu que l'invocation d'Enma est une technique d'Hiruzen et on pourrait faire le lien entre lui et Hashirama, puisque pendant un bon moment, Hiruzen était une sorte d'élève pour Hashirama. C'est une théorie assez stylée, mais il y a encore mieux. Il existe une théorie qui lie le premier du nom non pas à un animal, mais au soleil lui-même. Oui, ça paraît bizarre, mais au fond, ça serait assez logique. Hashirama maîtrise le Mokuton, c'est-à-dire le bois, et ce qui caractérise les végétaux, c'est leur affinité avec le soleil. En plus de ça, les marques qui apparaissent sur le visage d'Hashirama Senju lorsqu'il utilise le mode ermite ressemblent beaucoup aux marques que l'on pourrait voir chez le dieu égyptien du soleil. Oui, la théorie va très loin, mais quand on sait que Kishimoto reprend des éléments de la mythologie japonaise, on peut se dire que rien ne l'empêche de le faire avec d'autres mythologies. En plus, ça aurait trop de flow, et comme je l'ai dit, je suis un gigantesque bondeur de flow.
Vous êtes censé savoir qu'Itachi était grandement affaibli lors de son combat final face à Sasuke. Il s'est laissé mourir pour que son frère vive une meilleure vie que lui, et la raison de cet affaiblissement, c'était une maladie. Ça, c'est pas un secret. Par contre, la cause et le nom de cette maladie ont jamais été vraiment donnés, ce qui fait que c'est l'un des plus grands mystères de l'œuvre. Si on pourrait s'attendre à ce que ça soit pas n'importe quelle maladie qui aurait tué le génie du clan Uchiwa, ou que ça soit très simple de trouver quelle est la pathologie qu'il avait, en réalité les indices qu'on a pour la trouver sont très minces. En fait, on connaît même qu'un seul de ses symptômes, c'est-à-dire la toux. La maladie d'Itachi le poussait à tousser très souvent, parfois même en crachant du sang. Et bon, c'est obvious, mais je le dis quand même au cas où, certains vont dire qu'il avait aussi des saignements dans les yeux, mais ça c'est juste à cause de sa surutilisation du Mangekyu. Alors maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qu'il avait en réalité? Ben, certains vont supposer qu'il avait la tuberculose. En vrai, ça pourrait bien se rapprocher de sa maladie, mais la théorie a vite été lâchée vu que c'est une maladie assez longue par rapport à celle qu'a eu Itachi, puisqu'on le sait que le truc qui l'a tué s'est développé à une vitesse hallucinante. D'autres ont donc supposé le cancer, mais c'est à peu près pareil. C'est un tueur assez long comparé à celle d'Itachi. La théorie la plus proche de ce qui aurait pu vraiment se passer, c'est le sida. Oui, cette maladie n'est pas un tueur rapide, mais affaiblit suffisamment le système immunitaire de son porteur pour qu'il puisse attraper d'autres types de maladies, encore plus rapides et dangereuses. De plus, Itachi aurait pu intentionnellement aggraver son cas à cause de l'infection, puisque, on le sait, son but était évidemment d'être suffisamment affaibli pour se faire battre par son frère. Ça expliquerait beaucoup de scènes, genre le moment où il se met sous la pluie. Peut-être qu'il sentait que l'affrontement final face à Sasuke s'approchait, et il a décidé de s'affaiblir en se rendant encore plus malade. Mais bon, tout ça n'a jamais été officialisé par l'auteur, donc ça reste seulement une théorie sur le personnage le plus stylé de Naruto. Après avoir réalisé cet iceberg, je me suis rendu compte d'à quel point cette œuvre était exceptionnelle et de pourquoi elle m'avait autant marqué. C'est le genre d'anime impossible à oublier avec des personnages tout aussi inoubliables. Le genre d'œuvre qui nous donne envie d'être effacé de sa mémoire pour pouvoir être redécouverte. Et c'est un peu ce sentiment que je voulais transmettre avec cette vidéo. J'avais envie de vous faire replonger dans ce manga comme si c'était la première fois. Et si à un moment donné j'ai réussi à le faire, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo. Je pense que je le mérite parce que bordel, qu'est-ce que j'ai galéré pour la faire cette vidéo. Elle est extrêmement longue et aurait très bien pu l'être encore plus. C'est d'ailleurs pour ça qu'une partie 2 pourrait très bien sortir un jour. Même si je vous promets rien, le montage m'a suffisamment traumatisé comme ça. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusque là et je vous revois très bientôt pour la prochaine vidéo.